Donc, je me présente, je m'appelle Jade Isidore, je suis responsable de la mission usage et accueil au Conservatoire du Littoral, au siège à Rochefort. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce troisième Web Forum du littoral qui va traiter de l'agriculture littorale face au changement climatique. Et c'est donc le troisième Web Forum d'un cycle de 5 Web Forum littoral. Donc là, juste petit point technique, Patrick, s'il te plaît, est-ce que tu peux partager ton écran, puisqu'on va pouvoir voir à l'écran voilà, l'ensemble des thématiques des différents Web Forums. Donc ce cycle se tient il a commencé en fait en octobre 2021 jusqu'au mois d'avril 2022. Diapo 1, s'il te plaît. Enfin, diapo 2 en l'occurrence. Donc sur 5 thématiques. Donc deux déjà ont été traitées. Hop, je patiente. J'attends que Patrick qui fait passer les diapositives, si tu peux passer à la suivante. Donc les deux premières thématiques. Donc le premier traité des solutions fondées sur la nature, pardon, comme système de défense face aux aléas climatiques. Le second, pas plus tard que la semaine dernière, traité de la perception sociale. Vous avez peut-être eu d'ailleurs l'occasion de participer à ces premiers webinaires. Si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité de les visionner en replay sur la chaîne YouTube du Conservatoire du Littoral. Aujourd'hui, donc, on est ensemble sur l'agriculture littorale, ensemble pour 2 sessions. Hein. Une première session aujourd'hui, une seconde le 3 février, exactement à la même heure, donc jeudi prochain. J'espère que vous avez pris date. En tout cas, je vous invite à la retenir. Vous recevrez le lien d'inscription à l'issue de ce webinaire. Merci Patrick. Et à venir, donc le 10 et le 24 mars, on parlera de biodiversité sur des webinaires un peu sur le même format que le présent webinaire en 2 sessions. Et pour terminer, pour clôturer ce cycle, un webinaire sur un peu englobant un thème transversal, l'intégration des questions d'adaptation au changement climatique dans les projets de territoire. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour 2 heures. Une première heure qui est consacrée à une séquence introductive où on va planter le décor, on va identifier et comprendre quels sont les impacts du changement climatique sur l'agriculture du littoral, sur les territoires littoraux, à travers 4 interventions. Une première intervention de Nicolas Métayer, directeur adjoint du bureau d'études Solagro, bureau d'études spécialisé sur les questions de transition agroécologique, qui va nous parler des impacts du changement climatique sur les exploitations agricoles du sud de la France, plus particulièrement du bassin méditerranéen. Puis 2 interventions de nos collègues normands, une première d'Isabelle Diomard, coordinatrice agro-environnement climat à la Chambre d'agriculture régionale de Normandie. Elle nous présentera le dispositif Oracle, qui est un observatoire du changement climatique au service des exploitations agricoles et nous parlera plus particulièrement de ce qui se passe et de ce que l'on peut observer aujourd'hui sur les systèmes d'élevage qui sont les systèmes prédominants sur les terrains du conservatoire. Ensuite, Frédéric Gresselin, chargé de mission développement de la connaissance sur les milieux à l'Adréal Normandie, nous parlera donc des impacts du changement climatique en termes de submersion, d'élévation du niveau de la mer et de salinisation sur l'agriculture littorale. Et on terminera avec Daphné Durand, ingénieure de recherche à l'unité expérimentale de l'INRAE de Saint-Laurent-de-la-Prée, qui héberge en fait en son sein une exploitation agricole qui a subi de plein fouet la tempête Xynthia en 2010 et qui nous fera un peu un bilan sur le plan qualitatif et quantitatif des dégâts causés sur l'exploitation. Après chaque intervention, les intervenants répondront à vos questions que vous aurez pu poser tout au long de leur présentation dans le chat. Donc, le chat, c'est la petite bulle discussion qui s'affiche dans la barre des tâches en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas au fil des présentations vraiment à poser vos questions. Voilà. Et ensuite, on aura une seconde session de travail d'1 heure également
où vous vous retrouvez en petits groupes dans les ateliers que vous avez choisis au moment de l'inscription. Vous y serez automatiquement guidé. Et voilà, donc on va essayer de tenir les 2 heures que l'on a ensemble, hein, de respecter le temps imparti. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, je vais donner la parole à Nicolas Métayer, qui va donc nous parler de ce qui se passe sur les exploitations agricoles, enfin, pour l'agriculture du sud de la France. Nicolas, allez-y. Oui, bonjour à tous, merci Jade. Donc voilà, moi je représente Solagro aujourd'hui et donc du côté de Solagro, on travaille depuis quelques années déjà sur le sujet du changement climatique et de ses impacts, bon, qui devient aujourd'hui quelque chose de majeur, hein, qui concerne bien sûr l'ensemble de la France. Alors, petite introduction, juste pour se rappeler un petit peu, hein, se redire ensemble, hein, des choses que vous savez, hein, mais des principaux traits climatiques aujourd'hui qui se durcissent et qui nous posent donc des difficultés. Donc cette augmentation de température, bien sûr, elle est là et on la visualise tous, je pense. Parmi les thématiques aussi plus prégnantes, alors pour la moitié sud de la France aujourd'hui, on a aussi une baisse croisée, hein, des régimes de précipitation. Hein. Le cumul annuel de précipitations est en retrait, ce que vous pouvez apercevoir ici, hein, sur les zones plus en orange, hein, sur cette carte. Donc ça, c'est pas des projections, c'est déjà la situation actuelle. Voilà. Et donc, bien sûr que si on se projette à horizon 20-30 ans, ces phénomènes vont continuer, vont s'accentuer, vont toucher progressivement aussi ces zones qui sont encore intermédiaires à côté de nos zones oranges. On a donc une perturbation donc, du signal température, du signal des précipitations. On a des sécheresses donc, plus fréquentes et plus sévères, hein, qui se mettent en place. Et puis des phénomènes, après, sur les périodes estivales, hein, de vagues de chaleur, hein, qui sont plus nombreuses. C'est ce que vous pouvez, c'est ce qui est illustré ici, hein, sur cette partie gauche, hein, sur l'écran, où vous avez des vagues de chaleur plus récentes, les plus proches de nous, qui apparaissent en jaune et qui sont beaucoup plus nombreuses que les vagues de chaleur plus anciennes, donc qui ont eu lieu avant 1980 et qui sont représentées par des petits cercles gris. Donc ça, c'est bien la tendance actuelle, hein, un petit peu moins de jours de gel, davantage de jours chauds, et donc des contraintes qui s'accentuent, et notamment sur des sécheresses qui sont donc plus fréquentes, plus sévères. Et vous avez une illustration sur la droite ici de notre diapositive. Hein. Donc c'est une entrée régionale, Midi-Pyrénées, Languedoc et PACA, où vous avez chaque petite barre qui représente chaque année le pourcentage de surface régionale qui est concernée par cette difficulté liée à la sécheresse. Donc, phénomène, hein, ici on le visualise bien, quelles que soient les régions, hein, d'une plus grande fréquence et d'une plus grande intensité. Donc, parmi les filières, hein, qui ont peut-être été les premières à se rendre compte un petit peu de ces changements, on a notamment la vigne, qui est une plante, une plante pérenne. Donc c'est un peu plus, peut-être les gens sont un petit peu plus attentifs, les producteurs sont un petit peu plus attentifs à ces choses-là. Et c'est vrai que les dates de vendange, hein, se sont notablement précocifiées en France. Alors, quels que soient les terroirs, hein, vous en avez chaque petite couleur ici sur notre graphique qui illustre un terroir. Voilà, il y en a qui sont plus typés sud que d'autres, mais vous pouvez voir qu'à partir des années 1980, on a vraiment cette précocification des dates de vendange qui s'organisent dans tous ces territoires, tous ces terroirs, avec aujourd'hui 15 jours à 3 semaines d'avance, hein, par rapport à il y a une trentaine, une quarantaine d'années. Donc ça, c'est un premier effet, premier marqueur du changement climatique. Une augmentation, une élévation des températures, c'est un raccourcissement, hein, des cycles de développement des plantes, hein, quelles que soient les plantes. Là, on l'illustre avec la vigne, mais ce serait la même chose avec des céréales ou avec de la prairie ou avec des légumes. Voilà. Donc, on a déjà cet impact direct. Hein, la température, la somme de température, les degrés jours, c'est vraiment finalement le moteur un petit peu du développement du cycle de nos végétaux. Et donc, tous nos végétaux sont un peu perturbés par ce signal qui est à la hausse. Donc, quand on s'intéresse plus particulièrement à la vigne, donc on a vu ces dates de vendange plus précoces, on a aussi deux autres phénomènes qui sont aujourd'hui très prégnants et qui vont continuer à s'accentuer. C'est d'une part l'été. Alors ici, vous avez une visualisation, hein,
de l'année 2019, cet été 2019, avec des records de température maximale, notamment pour certaines stations hein, dans le sud de la France, dans l'Hérault, dans le Gard, hein, jusqu'à Toulouse. On a connu des records de température, avec ses conséquences sur la vigne, hein, de grillures de feuillage, donc qui sont révélateurs de cette difficulté de la vigne à se mettre en adéquation avec cette ambiance thermique qui a eu un soubresaut assez important. Donc ça, c'est des phénomènes nouveaux qui marquent beaucoup, bien sûr, les vignerons et qui ont occasionné un dégât total ici, hein, en termes de perte ici de rendement. Et puis, ce qui devient aussi très fréquent, et notamment dans la moitié sud de la France, hein, c'est à peu près tous les 2 ans, des dégâts aussi récurrents de gel. Donc, je vous ai signalé auparavant hein, que plus de température, c'est à toutes les périodes de l'année, et notamment sur l'hiver et sur le printemps. Et du coup, on a une vigne qui redémarre un petit peu plus tôt qu'auparavant. On a une baisse tendancielle du nombre de jours de gel, mais on n'a pas une disparition du gel. Et donc, chaque jour de gel qui va se réaliser hein, sur la fin du printemps, notamment le mois d'avril, deuxième quinzaine d'avril, généralement, si on a ces jours de gel qui se mettent en place, on va avoir des conséquences plus importantes qu'auparavant, puisqu'on est sur une végétation plus avancée. Donc, l'enjeu de lutte contre le gel, c'est aussi quelque chose qui devient important aujourd'hui pour les productions, alors que ce soit la vigne, mais aussi l'arbo. Hein, ça reste des productions qui sont fragilisées aujourd'hui par ces événements. Donc, on a à la fois des températures extrêmes l'été et également donc, du gel tardif au printemps. Donc ça, c'est une réalité déjà pour nos vignerons. Et puis, si on étend un petit peu cette discussion à d'autres cultures, on peut, alors quelques mots sur les grandes cultures, même si ce n'est pas vraiment dominant en termes d'usage après pour vous aujourd'hui hein, sur le littoral. Les grandes cultures, donc on a cette avancée des stades phénologiques qui est un vrai marqueur aussi aujourd'hui, hein, précocité aussi des dates de récolte. Hein. Il y a à peu près 15 jours d'avance aujourd'hui en moyenne par rapport à des récoltes d'il y a une vingtaine d'années. Donc on ressent aussi cet effet accumulation de degrés jour. On a aussi des difficultés sur le potentiel productif, quels que soient les territoires en France, hein, sur les céréales. On a une stagnation, voire un recul des rendements. Donc ici, vous avez une illustration de ce phénomène. Alors sur une plante plutôt assez résistante à des conditions extrêmes, on est sur du blé dur, donc il y a quand même des aptitudes dans des milieux où il va y avoir un petit peu plus de température, un petit peu plus aussi de déficit hydrique. Et vous avez ici alors deux types de relevés. Vous avez donc les petits triangles qui représentent les rendements réels. Hein, ceux qui ont été relevés sur le terrain. On est dans un climat ici provençal assez marqué. Et vous avez en bleu les rendements simulés si on corrige l'effet du climat et notamment ce déficit hydrique et thermique qui a lieu donc en fin de saison, les 2 derniers mois, hein, mois de mai au mois de juin. Voilà. Donc on a bien cet écart qui se creuse, donc une perte de potentiel de production et puis aussi des à-coups saisonniers hein, d'une année à une autre qui fragilise aussi les exploitations. Voilà, donc difficulté à avoir plus de variabilité derrière les rendements obtenus et aussi une décroissance du potentiel productif. Donc on a après également hein, des difficultés autour des semis sur des périodes particulières, hein, type septembre par exemple, hein, pour des implantations de colza. Voilà, on a des absences de pluie qui se prolongent sur des fins d'été et qui mettent en difficulté certains semis quand on n'a pas la possibilité d'irriguer par exemple. Donc ça, c'est des choses que l'on observe, y compris sur des zones plus au nord maintenant. Et qui deviennent très, très fréquentes, très récurrentes dans la moitié sud. L'irrigation estivale, c'est aussi quelque chose une pratique qui peut être sous contrainte de plus en plus. Hein, le fait d'utiliser massivement de l'eau sur cette période estivale, il y a parfois des impossibilités de recourir à l'irrigation par rapport au niveau de nappe, par exemple, qui font que ce levier-là n'est pas toujours non plus disponible à certaines périodes de l'année et redistribue aussi les cartes en matière de gestion globale aussi des pratiques agricoles et notamment des pratiques d'irrigation. Et donc derrière cette augmentation de température hein, qu'on a déjà soulignée, il faut bien avoir en tête qu'une augmentation de température, c'est une augmentation aussi de l'évapotranspiration potentielle.
Donc la demande climatique des plantes est supérieure. Et on a en parallèle une diminution aussi du cumul de précipitations. Donc le déficit hydrique, la différence entre les pluies et l'évapotranspiration a tendance à s'accentuer. Et donc il est plus difficile de maintenir un potentiel productif derrière nos cultures, ici les grandes cultures. Alors, autre enjeu également, très marqué dans le sud, mais qui commence à être un enjeu aussi pour la moitié nord de la France, les animaux d'élevage, en particulier les ruminants, et au sein des ruminants, plus particulièrement les gros ruminants, donc les bovins, les vaches, vaches laitières, vaches allaitantes, sont des animaux qui sont sensibles au stress thermique. On a souligné tout à l'heure l'importance de ces vagues de chaleur aujourd'hui, qui sont là, plus prégnantes, plus importantes, en durée, en intensité. C'est une mauvaise nouvelle aussi pour ces animaux qui, eux, commencent à souffrir de la chaleur à partir de 21 degrés seulement, puisque c'est une question de croisement de deux indicateurs, à la fois la température et l'humidité, et du coup, ils vont se retrouver en stress thermique, parfois dès ces 21 ou 22 degrés atteints. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de journées dans l'année où on va être dans ces conditions dites défavorables de stress thermique, avec un certain niveau de stress qui peuvent être jusqu'à des stress modérés, voire sévères, qui sont des répercussions sur du long terme pour ces animaux, qui peuvent même aller jusqu'à la mort dans certains cas extrêmes. En 2003, il y a eu une mortalité sur les troupeaux bovins-lait, bovins-viande plus importante qu'une année moyenne. Donc les petits ruminants sont eux aussi sensibles, donc les brebis, donc les seuils sont un petit peu différents des bovins, mais ils sont eux aussi sensibles à ces vagues de chaleur. Et du coup, il y a vraiment un enjeu aujourd'hui à travailler à assurer un meilleur confort thermique à nos animaux, que ce soit par des moyens naturels, type abri type haie, etc., ou d'autres techniques, mais en tout cas, procurer une ambiance thermique bien meilleure que de laisser les animaux en plein soleil, c'est aujourd'hui nécessaire pour entretenir les animaux dans des conditions de bien-être suffisantes. Alors, pour terminer notre tour d'horizon autour des productions, quelques mots aussi sur le maraîchage et l'arboriculture, donc qui sont, elles aussi, des productions qui sont touchées par ces impacts climatiques. C'était déjà, là encore, une réalité, quelque chose qui est déjà prégnant. Alors, le maraîchage, on a des impacts qui existent, mais c'est vrai que ce sont des filières qui sont encore peu structuré sur ce sujet en tout cas, donc peu documenté, mais ponctuellement, localement, bien sûr, dès que l'on va engager cette discussion avec un maraîcher, on se rend compte qu'il y a bien des changements au niveau des cycles, des besoins en eau, donc des enjeux autour de la fertilité des sols, voilà, être capable de lutter aussi contre ces excès de chaleur lorsqu'ils se produisent, donc des phénomènes d'ombrage, de blanchiment de serre, vous avez peut-être en tête un petit peu tout ça, voire de combinaison avec de l'agroforesterie, ça peut être aussi des enjeux à venir pour ces systèmes de production. Et enfin, donc en arboriculture, là, on a un peu plus de choses documentées aujourd'hui. On va revenir sur des choses similaires avec la vigne en termes de difficultés liées au gel, notamment au moment de la floraison. Voilà, ces coups de chaud aussi l'été qui se matérialisent par des brûlures sur les fruits, comme ça vous est illustré là sur cette image. La qualité des fruits, un petit peu comme pour nos vignes, je n'ai pas eu le temps de m'apesanter, de vous en dire plus là-dessus, mais on a aussi un bouleversement de la qualité des productions, donc que ce soit le calibre des fruits ou bien des fruits qui sont marqués, voilà, on va avoir aussi ces difficultés. Et puis, on a aussi des choses qui sont encore peu cernées, mais voilà, c'est un changement des paramètres climatiques, c'est aussi un changement de l'environnement pour un certain nombre de bioagresseurs. Le Carpocaps, par exemple, est capable de faire une troisième génération sur les pommiers aujourd'hui, donc voilà, sa nuisance peut augmenter. Et puis par endroit, voilà, des soucis de grêle plus fréquents, des sécheresses qui limitent les rendements, donc là encore, besoin en eau éventuellement d'irrigation, possibilité sur des périodes estivales, on va retrouver là encore ce type de besoins. Donc vous voyez sur ce tour d'horizon aujourd'hui, finalement à peu près toutes les productions agricoles sont déjà concernées par des impacts réels concrets du changement climatique. Et ces impacts-là vont continuer et prendre un petit peu plus d'ampleur dans les prochaines décennies.
Merci beaucoup Nicolas Métayer. Alors on aura l'occasion d'en reparler dans les études de cas finalement là dans les ateliers, puisqu'on va avoir un exploitant, enfin un maraîcher, Bruno Berti, qui pourra nous dire si lui déjà à son niveau il peut ressentir les phénomènes que vous avez évoqués. Et puis on a aussi un atelier sur la vigne, où je pense qu'on pourrait être amené à rebalayer ce que vous nous avez présenté. Alors écoutez, il n'y a pas trop de questions. Il y en a une, c'était plus une demande de précision, où la question était de savoir quelle est la différence entre sécheresse et vague de chaleur. Sécheresse étant vue sur un pas de temps long et vague de chaleur plus ponctuelle. Enfin, ça, c'était une demande de précision. Alors, les vagues de chaleur, c'est tout simplement, donc vous avez cette application Climat HD où vous allez pouvoir représenter des vagues de chaleur dans des entrées régionales. Il y a deux axes. Il y a la notion de durée, combien de jours consécutifs on a des fortes chaleurs, et puis après, il y a l'intensité, quel est le niveau de température maximale subie. Voilà. Donc, on va croiser ces deux paramètres et on va obtenir ces fameux événements là qui étaient matérialisés sous l'angle de vagues de chaleur. La sécheresse, on est là, par contre, sur le sol, on se concentre sur l'humidité présente dans notre sol, et ce qui va nous permettre de caractériser un niveau de sécheresse. Ok, merci beaucoup. Écoutez, je vous propose qu'on passe à la présentation suivante. Donc, Isabelle Diomard, c'est à vous. Alors, je pense que vous pouvez réactiver votre caméra et votre micro en principe. Oui, ça doit être en train de se faire, forcément. Ça demande une petite manipulation de notre part, en fait. Je crois qu'il faut autoriser la personne à activer son micro. Je suis désolée du temps d'attente. Je suis persuadée qu'on essaye de faire le maximum pour que Isabelle Diomard puisse s'exprimer. Ce qu'on peut faire, sinon, le temps qu'Isabelle arrive à remettre son micro, je vous propose qu'on donne la parole à Frédéric Gresselin. Patrick, si tu peux peut-être... Je dois avoir le son là maintenant. Ah, c'est bon, Pas on vous a encore trouvé. l'image, mais ça ne va pas tarder. Eh bien, c'est parfait, c'est parfait. Il faut aussi me réactiver la vidéo. On ne vous voit pas encore. J'ai un message qui me dit que je ne peux pas démarrer ma vidéo parce que c'est l'animateur qui l'a arrêté. Écoutez, on va le remettre, mais vous pouvez commencer déjà ouais, voilà. à Ce que je vous propose, c'est de commencer peut-être à votre présentation et on va essayer de vous mettre la vidéo. C'est bon. C'est bon. Très bien. Bien, bonjour à tous. Désolée pour ce petit tracas. Donc Isabelle Diomard, je suis référente en fait du changement climatique pour les chambres d'agriculture de Normandie. Et je vais donc vous parler des impacts du changement climatique sur l'activité d'élevage littoral avec les exemples pour ce qu'on peut constater en Normandie. Donc ici, vous avez une illustration de prairies utilisées par des bovins habituellement dans le nord Cotentin, donc l'extrême nord de la région normande. Merci. Alors, dans les champs d'agriculture, nous avons développé depuis 2012 des observatoires agricoles du changement climatique qui nous permettent en fait d'avoir pas mal d'informations. Et vous voyez sur les cartes, nous avons 3 outils qui couvrent une bonne partie du pays. Alors, les débuts ont été menés en Poitou-Charentes par Frédéric Levrault, qui est un des initiateurs de nos réseaux. Donc, le premier observatoire mis en place, c'est Oracle, Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique. Cet observatoire, il se base sur des enregistrements météo réalisés par Météo France.
Et donc, ils permettent l'observation déjà des évolutions passées pour en fait identifier les évolutions du climat qui ont déjà eu lieu parce qu'en général, il y a pas mal de choses à observer. Donc là, vous avez sur la carte en vert foncé les régions qui disposent déjà d'observatoires Oracle. En vert clair, celles qui sont en cours. C'est une carte qui date de mars 2021. Et en blanc, les quelques régions qui ne sont pas encore rentrées dans le réseau, mais il n'y en a plus beaucoup. Donc ça, c'est pour les observations du passé. Déjà beaucoup d'éléments d'information. Et après, si on veut se projeter dans le futur, grâce au modèle climatique, on peut savoir déjà un peu plus ce qui peut se passer. On a un un observatoire différent qui s'appelle Climat 21, lui, qui donc se projette au XXIe siècle. Là-dessus, on a deux horizons futurs, en gros 2050 et 2100. Et le principe mis en place, c'est 3 sites par département, alors que dans Oracle, on est plutôt sur 1 ou 2 stations météo par département seulement. Donc, ça permet déjà d'avoir des informations assez précises et localisées, ce qui est important pour les agriculteurs. Et je termine avec AgriClim, qui est le petit dernier, qui est développé depuis 2020. Là, c'est un réseau qui a été mis en place par les chambres d'agriculture Normandie, Bretagne et Pays de Loire, avec les mêmes modèles climatiques que Climat 21, mais sur un réseau beaucoup plus fin, on a des références tous les 25 km. Et là, ça nous permet, par exemple, de regarder plus précisément la situation du littoral, sachant que les modèles, ils donnent des informations, mais n'ont pas forcément une précision permettant d'intégrer toutes les particularités de la météo liées au bord de mer, quand même. Donc, de toute façon, il faut un petit peu de recul par rapport aux informations données, mais les grandes tendances, je pense qu'elles sont là. Diapo suivante. Alors, un certain nombre de résultats qui peuvent nous illustrer ce qui peut se passer pour les prairies, puisque je vais vous parler essentiellement de l'élevage bovin sur le littoral. Ici, vous avez une illustration du décalage de pousse des prairies. Nicolas Métayer vous a dit tout à l'heure qu'il y avait des modifications de la phénologie des cultures en général. Pour les prairies, c'est vrai également. Ici, le graphique vous montre les stades de pâturage, de fauche, etc. sur les prairies en fonction des années, de 1950 à 2100. Pour la situation du Val-de-Serre, donc dans le nord de la Manche. En bleu clair en bas, vous avez la période où la prairie commence à pousser. En bleu foncé, c'est la fauche pour des prairies précoces. Et en orange, c'est la période où on peut accéder à la parcelle pour récolter le foin. Vous voyez que les dates, les périodes fluctuent d'une année sur l'autre, et que la tendance est clairement à une précocification des stades, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faucher l'herbe de plus en plus précocement. Pour la date de fauche, on était à mi-mai à peu près dans les années 80, voilà, très bien, merci. En 2022, on est plutôt sur début mai. Bon, là, ce sont des années fictives, c'est-à-dire que je ne peux pas dire exactement ce qui va se passer en 2022, c'est des tendances. Et puis, vous voyez qu'en 2050, on sera fin avril et que là, dans un scénario où les températures augmentent fortement, eh bien, à la fin du siècle, on sera plutôt mi, voire début avril. Donc, vraiment un raccourcissement des cycles. Un autre effet, c'est le creux de pousse estival, qui est lié au stress thermique, aux températures qui augmentent. Ce creux de pousse estival, il se traduit par il est causé par un arrêt de pousse pour un certain nombre d'espèces prairiales, comme le raigrand anglais qui stoppe sa croissance à partir de 25 degrés.
Et vous avez là sur le graphique des boîtes à moustaches qui illustrent l'évolution. En bleu, c'est ce qu'on avait à la fin du XXe siècle. En vert, c'est ce qu'on va avoir d'ici à 2050. Et puis en orange, c'est ce qu'il y a à la fin du siècle, toujours dans un scénario de maximisation des températures. Ce qu'on peut constater comme différence entre la fin du XXe siècle et la période qui vient, c'est l'augmentation du nombre de jours de stress thermique entre juin et septembre, là, qui est illustré, par rapport à ce qu'on avait auparavant. 15 ans sur 30, c'est-à-dire dans les années qui vont arriver le plus souvent. Donc, on va avoir davantage de périodes de stress thermique à gérer, même sur des zones côtières, comme ici, on est à Avranches dans le sud-Manche. Donc, davantage de manque d'herbe l'été, c'est-à-dire que les éleveurs vont avoir besoin de stocks fourragers pour passer l'été, alors qu'avant, ils avaient besoin surtout de stocks fourragers pour l'hiver, la période où l'herbe ne poussait plus. Donc, assurer l'alimentation estivale des animaux, ça nécessite maintenant des stocks, ce qui est très différent d'avant. Spécificité en zone littorale, hein, ça peut être atténué quand même par l'ambiance maritime, voire les brumes de mer. Et puis, ce n'est pas forcément du règre anglais qui va pousser naturellement, voire même pas du tout hein, en zone littorale. Ça peut être d'autres espèces dont la sensibilité à ce stress thermique doit être vérifiée. Diapo suivante, merci. Donc, autre élément qui a été évoqué tout à l'heure par Nicolas Métayer, c'est la sécheresse. La sécheresse qu'on subit aussi en Normandie, hein, même si ça peut paraître surprenant. On a déjà moins d'eau qu'auparavant en Normandie. Et ce qui joue surtout, ce n'est pas le manque de pluie, c'est l'évaporation qui est plus rapide qu'avant. Donc là, vous avez un graphique qui illustre ce qu'on appelle un bilan hydrique, c'est-à-dire on prend la pluviométrie, on retire l'évapotranspiration plus exactement. La courbe en bleu, c'est l'évolution de ce bilan hydrique au fil des semaines, des décades du mois d'avril au mois de septembre. En vert, c'est ce qui va se passer dans les 30 prochaines années d'ici à 2050 et en orange à la fin du siècle. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un effet de différence entre le vert et le bleu. Par exemple, sur les mois indiqués 7 et 8, donc juillet et août, on va avoir davantage de sécheresse à ces périodes-là, puisqu'on est en manque d'eau, situation où le bilan hydrique est négatif. À la fin du siècle, vous voyez que ça s'accentue fortement avec une période de sécheresse beaucoup plus longue et plus marquée. Traduction pour nos élevages, eh bien, encore une fois, ça va s'ajouter au stress thermique. On va avoir un stress hydrique, donc encore moins de pousses l'été. Il y a un risque de dégradation de la forêt des prairies s'il y a surpâturage. Si les animaux restent dans les prairies et qui grappillent l'herbe dès qu'elle pousse, ça peut dégrader la flore, voire la faire disparaître et être remplacée par une végétation moins intéressante du point de vue biodiversité ou alimentation de l'élevage. Et également, cette baisse de bilan hydrique se traduit par une diminution de la ressource en eau, puisqu'il y a une moins bonne réalimentation des cours d'eau et des nappes. Donc, ça peut générer une complexité pour l'abreuvement du bétail. En zone littorale, on a aussi un effet important pour les éleveurs, hein, c'est que souvent, il y a des parcelles de marais qui continuent à pousser l'été et des parcelles plus sèches qui, elles, subissent plus vite la sécheresse. Si les agriculteurs ont moins de parcelles de marais parce qu'elles sont plus accessibles à cause de la remontée de la mer, hein, du niveau marin qui augmente, ils auront moins cette sécurité disponible. Et puis, il y a en plus la salinisation de l'eau qui peut jouer sur l'abreuvement. Et ça, on va en parler juste après avec Frédéric Resselin. Le stress thermique des animaux, un problème dans le sud de la France, mais également en Normandie. Alors ici, c'est illustré pour le site de Fécamp en Seine-Maritime, donc un des secteurs les plus au nord de la région, donc qui ne va pas forcément être des plus impactés pour l'instant. Mais quand même, on va avoir un effet.
Donc là, c'est illustré avec un pourcentage de jours de stress de juin à septembre. Les périodes en vert, c'est les périodes où il n'y a pas de stress pour les vaches laitières. Les périodes en jaune, orange, rouge, etc., et celles où il y a des stress qui apparaissent, sachant que les vaches laitières sont plus sensibles que les bovins viande, du fait de la production laitière qui demande beaucoup d'énergie. Les bovins viande vont manifester du stress à partir du niveau orange seulement. Bon, il n'empêche qu'il y a nécessité d'ombrage pour protéger le bétail à ces périodes-là, donc soit des arbres, soit possibilité d'être mis à l'abri sous des bâtiments bien aménagés en fonction de cela. Donc en zone littorale, on va avoir des températures atténuées quand même par l'ambiance maritime, je l'évoquais tout à l'heure pour les prairies, mais il y a un certain nombre de milieux dans lesquels les arbres ne poussent pas et donc on va avoir cette problématique d'ombrage à assurer quand même pour les animaux. Alors, il y a d'autres effets sur l'élevage et les systèmes herbagers que je n'ai pas évoqués avec les indicateurs, mais qui sont connus aussi. C'est globalement ce que nous indiquent les agriculteurs, c'est que la gestion des prairies, c'est déjà quelque chose d'assez compliqué en élevage à la base, mais le dérèglement climatique accentue l'irrégularité de la pousse de l'herbe et de la production fourragère en général. Donc, c'est une difficulté supplémentaire pour les éleveurs. C'est déjà constaté en Normandie, ils nous l'évoquent assez souvent. On a aussi un décalage des périodes de pousse de l'herbe lié à l'augmentation des températures. La fin d'automne, la fin d'hiver sont des périodes où maintenant l'herbe continue à pousser. On le voit actuellement, puisque l'herbe pousse déjà. Et donc, il faudrait pouvoir la récolter. Mais en général aussi, on a quand même des pluies à cette saison-là, donc difficulté à accéder aux parcelles avec les chemins, les entrées de champs qui sont boueux, et la portance des parcelles en elles-mêmes qui fait qu'on ne peut pas forcément faire pâturer ou aller récolter. Autre élément à noter, c'est qu'on constate en Normandie le développement du Céneson Jacob, qui est une plante qui n'existait pas auparavant et qui est toxique pour le bétail, donc c'est lié aussi à l'augmentation de température. Autre effet aussi qui peut paraître surprenant, c'est que les fenêtres météorologiques qui permettent la récolte du foin semblent diminuer. Pour faire du foin, classiquement, on a besoin de 4 journées de suite entre la coupe de l'herbe et sa mise en ballot pour permettre le stockage. Eh bien, on a de moins en moins ces 4 fenêtres, 4 jours de suite qui sont de temps sec qui sont disponibles. Les pluies arrivent plus fréquemment qu'avant. Donc, difficulté là-dessus. Pour les éleveurs, des stocks fourragers à avoir pour l'été en plus de l'hiver, ça génère bien sûr un coût supplémentaire. Et en plus, il y a une fiscalité sur ces stocks fourragers, donc un impact économique. Dans les zones les plus chaudes de la région, on a des difficultés importantes à avoir suffisamment de fourrage avec les prairies. Donc, il y a des sursemis de prairies et implantation de plus en plus de fourrage annuel pour avoir sur l'exploitation des plantes, des végétaux plus résistants au stress hydrique ou thermique, donc assurer l'alimentation de l'élevage. Et puis, on peut noter aussi la difficulté à respecter certains cahiers des charges en production AOP. Donc, forcément, en zone littorale, on passe à l'AOP de présalé en ovin. Je termine là-dessus et je vous indique qu'il y a donc un certain nombre de documents disponibles sur notre site internet, donc notamment le diagnostic du Varenne agricole de l'eau et du changement climatique, qui est tout récent, qui date du mois de décembre dernier, et également Oracle Normandie, qui sont disponibles en ligne. Je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle Diomard pour cette présentation. Alors je tiens à m'excuser parce qu'en fait un certain nombre de questions m'ont échappé dans la première session, mais bon, quelque part vous et puis Nicolas avez abordé des sujets qui se recoupent. Donc je ne sais pas si Nicolas Métayer, vous êtes toujours là, mais je vous invite à nous rejoindre peut-être pour répondre aux différentes questions qui ont été posées par les participants durant votre présentation aussi.
Alors en fait, c'est des questions qui se recoupent quelque part. C'est essayer de comprendre et de savoir si les variétés anciennes ou des races plus traditionnelles sont plus robustes face à ces questions de sécheresse, de changement climatique. Si donc Hervé Niel du Conservatoire posait une question de ce type-là, Élodie Gerbeau demandait si en fait le stress des 21 degrés évoqué pour les animaux, il était le même enfin, c'était une moyenne, hein, ou est-ce qu'il y avait des espèces, enfin des races en l'occurrence, qui étaient plus résistantes. Il y avait une question également d'Hélène Michaud. Je les groupe parce que quelque part, voilà, elle nous interroge sur les différents types de variétés. Est-ce que les sélections et les hybrides qui ont pu être faits au fil des ans n'ont pas aussi fragilisé le système? Une question d'Hélène Michaud sur prairies naturelles versus prairies temporaires. Est-ce qu'on observe les mêmes phénomènes sur les prairies naturelles en termes d'arrêt de pousse, par exemple? Voilà. Voilà pour la première série de questions. Nicolas Métayer, je ne sais pas, peut-être que vous essayez de rallumer votre caméra. Si je pense que vous êtes là. Alors, je l'ai rallumé. Je ne sais pas si ça Ah oui, fonctionne. oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, Pardon, le on vous micro voit. marche. Donc, déjà, alors, il y a beaucoup de choses. Je vais commencer par les animaux. Alors, on a parlé des vaches, hein, nos bovins. Donc, effectivement, il peut y avoir des différences liées à la génétique. Alors, est-ce qu'il y a une race mais plus résistante qu'une autre? C'est des choses qui sont en train toujours à l'étude. Mais déjà, au sein d'une race, par exemple la Primolstein qui est très répandue, on va avoir des différences entre individus. Hein. Donc, un pays comme Israël, par exemple, qui importe ce type de vaches dans un environnement plus contraint, plus difficile que chez nous, c'est un trait, un marqueur, en tout cas, la résistance aux thermiques, sur lequel ils sont plus attentifs. Et ils ont réussi, par exemple, à mettre en avant que le gène lié à un poil court de l'animal était généralement un bon marqueur d'une meilleure tolérance thermique de cette vache. Voilà. Donc, il y a déjà au sein, enfin, c'est ça le principal message, il y a des individus qui ont des réponses différentes face à un stress au sein d'une même race. Donc, il y a déjà travaillé là-dessus. Et puis après, il y a probablement aussi un lien entre races. Mais là, c'est attention, est-ce que la variabilité à l'intérieur d'une race est peut-être qu'elle recoupe une variabilité aussi forte que voilà, des différences peut-être entre races. Donc, voilà, on n'y voit pas encore très clair là-dedans. Il y a quand même un lien aussi un peu avec le gabarit des animaux. Donc, plus l'animal est gros, plus il a besoin de ruminer, faire bouger beaucoup de muscles pour ça. Quand il fait chaud, voilà, on n'a pas envie d'avoir chaud, en gros. Et donc, voilà, des animaux qui vont avoir des forts besoins, ils vont aussi peut-être être plus impactés. Voilà. Donc, si un animal, si une vache laitière, hein, de manière caricaturale, si on lui demande de produire 10 000 litres de lait ou 5 000 litres de lait dans une période de vague de chaleur, bon, on ne lui demande pas le même effort. Voilà. Donc, plus le potentiel aussi de production de l'animal est important, plus il sera impacté aussi par ce stress-là. Donc ça, c'est un premier élément de réponse pour les animaux. Et après, sur les végétaux, c'est un petit peu pareil aussi. Enfin, il y a des variétés de blé aujourd'hui qui ont été mises en place depuis très longtemps dans les schémas de sélection. Alors pour ceux qui connaissent ça, hein, si vous regardez une variété de blé, vous avez une note informative sur sa résistance au froid. Voilà. Vous aurez après des éléments sur sa précocité, mais quel est son niveau de tolérance ou de résistance à du sec et à du chaud, ça ne fait pas partie des éléments de sélection. Voilà. Donc, quand on met en place des variétés et qu'on ne tient pas compte réellement de l'environnement et de cet environnement qui est en train de changer, effectivement, on a peu de chances d'exprimer réellement le potentiel de ces variétés. Voilà. Donc, on a aujourd'hui des premiers messages, et c'est des travaux qui sont conduits beaucoup par l'INRAE et les instituts, de phénotypage à haut débit qui permettent d'accélérer un petit peu des observations et de mieux comprendre quel est le comportement d'une variété, là encore. Hein. Quand on parle de blé tendre, il y a de multiples choses, voilà, que l'on peut cultiver, de comprendre quelle est la résistance à un stress thermique, si ce stress il est précoce, s'il est tardif, s'il est insistant, s'il est léger. Voilà. Et il y a différents types de comportements. On sait sur du blé dur, par exemple, classer les variétés aujourd'hui en 3 catégories. Celles qui vont être très résistantes, qui vont exprimer un faible potentiel de rendement, mais y compris dans des environnements très contraints, sont capables de l'exprimer. Et puis, à l'inverse, il y a les Formule 1, les bêtes de course, qui, elles, sont capables de faire des super niveaux de production. Mais alors là, il ne faut aucun stress sur le
le long du chemin. Voilà. Et puis après, des profils intermédiaires. Et finalement, l'adaptation, comme on doit faire face à un environnement changeant, extrêmement varié, on ne connaît pas à l'avance exactement ce que l'on aura comme type de stress, c'est finalement être capable de mettre en place une combinaison de différents profils. Voilà. Et c'est un petit peu aussi quelque chose qui peut nous guider derrière une sélection de races aussi également. Ok, merci beaucoup. C'était très précis. Isabelle Diomard, peut-être compléter sur la question qui portait spécifiquement sur les prairies, sur la résilience, en quelque sorte, la façon dont les prairies naturelles s'en sortent, entre guillemets, par rapport aux prairies temporaires face à ces conditions climatiques. Oui, alors effectivement, en ce qui concerne le stress thermique, on a des grosses différences d'une espèce à l'autre. Les prairies permanentes vont avoir l'intérêt en général d'avoir une grande diversité d'espèces, hein. Mais leur résistance au stress va dépendre du type d'espèce présente. Et c'est très variable, évidemment, d'un milieu à l'autre, voire d'une parcelle à l'autre. Donc, a priori, comme ça, on ne peut pas donner de réponse générale. Mmh. Par contre, on sait que certaines espèces, comme le dactyle, comme la fétuque, résistent mieux au stress thermique que le raigrand anglais. Mmh. Mais en Normandie, le raigrand anglais est une espèce qu'on trouve en prairie permanente. Mmh. Voilà, donc ça va dépendre. C'est une réponse bien normande. Merci bien. On avait aussi des questions, mais une question qui pourrait relever finalement du webinaire qu'on aura le 3 de Bernard Caleora. Quel type d'agriculture privilégier dans le cadre du changement climatique? On est en plein en train de traiter la question. Et voilà, je ne vous interdis pas en tant qu'intervenant d'essayer d'apporter des éléments de réponse, mais je pense qu'elle aura toute sa place aussi dans la table ronde conclusive. Écoute, on va passer la parole peut-être à Frédéric Gresselin. Allez-y, Frédéric, c'est à vous. Bonjour. Donc, vous m'entendez? On vous entend, on vous voit. Voilà, parfait. Et donc, Frédéric Gresselin, je travaille à l'Adréal de Normandie et je suis plus spécialement chargé de l'analyse des milieux aquatiques, des risques naturels et de l'impact du changement climatique sur ces domaines et plus spécifiquement le long du littoral. Là, on vient de voir qu'il y avait des impacts nombreux du changement climatique sur l'agriculture française et que ces impacts allaient conduire à une modification des pratiques agricoles et une adaptation. Mais une des questions fondamentales le long du littoral, c'est de savoir si, avec l'élévation de la mer, nous n'allons pas perdre la main tout simplement sur certains territoires. En effet, la mer bloque ou freine les écoulements continentaux, qu'ils soient superficiels et souterrains, forçant les nappes phréatiques à déborder dans de vastes espaces et durablement, c'est-à-dire dans les marais maritimes. Diapo suivante. Le niveau et les variations du niveau des nappes le long du littoral sont conditionnés par différents facteurs qui sont représentés ici en bleu sur cette coupe synthétique d'un littoral français avec son cordon dunaire, ses marais maritimes et puis derrière l'arrière-pays. Donc ces facteurs en bleu sont les variations de précipitation et d'évaporation, on en a déjà parlé, les variations de flux qui proviennent du continent, des flux d'eau douce qui proviennent du continent, qui vont s'intensifier probablement en hiver dans le nord de la France et diminuer dans le sud de la France, et puis également l'élévation du niveau marin. Les facteurs qui vont être modifiés par le changement climatique sont bien sûr l'élévation de la mer et les modifications du signal pluviométrique et d'évapotranspiration qui vont entraîner une réponse le long du littoral, notamment le niveau marin, à l'élévation du niveau de la nappe d'eau souterraine. Et vous voyez sur ce graphique un trait vert qui représente le niveau actuel et un trait en pointillé qui représente le niveau futur de la mer. Diapo suivante. Le niveau des eaux souterraines va s'élever dans les points bas du littoral, mais pas seulement.
Il va s'élever également dans les cordons dunaires et vous voyez ici un certain nombre de petites vignettes qui vous présentent des scénarios liés d'une part au scénario 2.6 du GIEC en haut et 8.5 du GIEC pour différents horizons, pour un massif dunaire qui est localisé le long de la côte ouest de la Manche et qui s'étend assez largement à l'intérieur des terres. Vous voyez sur la diapo en haut à gauche qu'il s'étend sur plus de 2000 à 3000 mètres à l'intérieur des terres. Et l'OSUR, l'Observatoire des sciences de l'univers de Rennes, notamment Alexandre Gauvin, dans le cadre d'un programme de recherche dénommé Rivage Normand 2100, travaille actuellement à la modélisation de l'élévation du niveau des nappes dans ces cordons dunaires et dans les marais littoraux. Et vous voyez que les zones sensibles, donc celles au niveau desquelles la nappe risque de déborder dans le futur et qui sont représentées en rouge et en jaune, vont considérablement évoluer, s'étendre, quel que soit le scénario, 2.6 ou 8.5, mais surtout, ce que nous montrent les modèles, c'est que le niveau de stress devrait être beaucoup plus important sur le scénario 8.5 et qu'en gros, à l'horizon 2030, pour ce scénario 8.5, nous arrivons à un niveau de vulnérabilité à peu près équivalent à celui que nous obtiendrons pour le 2.6 à l'horizon 2100. Diapo suivante. Le risque lié à l'élévation du niveau de la mer n'est pas simplement celui des inondations de la bande rétrolittorale, inondations qui vont augmenter en durée et en fréquence, mais aussi celui de la pénétration du sel. En effet, dans les aquifères, le sel est susceptible de pénétrer à l'intérieur de la Terre le long d'une bande qui s'appelle le biseau salé. Et la forme du biseau salé dépend de deux choses, la cote du niveau de la mer et la cote des eaux douces à l'intérieur des terres. Avec un stress hydrique qui devrait augmenter en été et un niveau marin qui devrait augmenter progressivement, nous allons avoir l'interface du biseau salé qui va pénétrer davantage à l'intérieur des terres, d'autant plus que le niveau de la nappe va se déprimer en été et il va se déprimer surtout au niveau de cours d'eau, des cours d'eau notamment rectifiés, des zones de drainage, mais encore plus, et c'est là où notre territoire est vraiment sensible, au niveau des zones de forage, où en abaissant le niveau de la nappe dans les forages, on permet la remontée du biseau salé. Donc ce risque est important et va contraindre le territoire. Voilà la diapo suivante. Le BRGM a déjà réalisé des modèles le long des côtes du Calvados qui préfigurent la façon dont le sel devrait pénétrer à l'intérieur des terres via les aquifères. Et sur la carte à gauche, vous voyez la côte de la partie ouest du Calvados où différents aquifères sont représentés et vous voyez qu'en fonction des aquifères, le sel pénétrera a priori plus ou moins fortement à l'intérieur des terres à l'horizon 2100 pour le scénario 8.5 et pour 1 mètre d'élévation du niveau marin, mais localement avec une pénétration qui va excéder plusieurs milliers de mètres par rapport à aujourd'hui. Diapo suivante. Alors, pour pouvoir user de ce territoire très fortement contraint sur un plan hydraulique par la mer qui freine les écoulements, nous avons dans le passé, à partir du Moyen-Âge et surtout à partir du XVIIIe siècle, mis en place des systèmes de drainage qui, le long du littoral, représentent des essaims de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de drains. Ces drains ont permis de produire du maraîchage, comme vous le voyez à gauche, mais aussi de produire de l'élevage, comme vous le voyez en haut à droite. Diapositive suivante. Quel a été l'objectif de ces drains? Il est multiple. Donc, les bénéfices recherchés par ces travaux de drainage sont d'une part d'oxygéner la partie superficielle du sol en rabattant le niveau de la nappe s'écoulant en direction des drains et son niveau piézométrique en est affecté à la baisse.
Donc oxygénation des sols, mais aussi puisque les nappes d'eau souterraine ont une température assez fraîche et qu'on rabat la nappe dans la partie superficielle du sol, ça permet d'augmenter la température. Ces deux paramètres favorisent la modification des communautés bactériennes qui vivent dans les sols, qui, sans rabattement de la nappe, sont plutôt anaérobies, alors qu'avec rabattement de la nappe, elles sont aérobies. Et les communautés bactériennes aérobies ont une capacité de minéralisation de la matière organique bien plus importante que les communautés anaérobies. Si bien que d'un piège à carbone que l'on avait initialement avec des niveaux hauts de nappe, ces espaces deviennent des zones où les nutriments sont produits par minéralisation de la matière organique stockée dans les tourbières et les zones humides. La présence, ces nutriments permettent bien évidemment la croissance des plantes, ce qui est favorable à l'agriculture. Les nutriments servent aussi à la croissance du phytoplancton le long du littoral, ce qui est favorable ici à la conchiliculture. Alors, que va-t-il se passer dans ces espaces drainés? Photo suivante. Eh bien, tout simplement le fait que, puisque le niveau piézométrique de la nappe va augmenter au fur et à mesure que le niveau marin va monter, nous allons avoir un retour en arrière avec des conditions de sol qui vont se rafraîchir et qui vont être davantage gorgées d'eau, ce qui va entraîner une modification des communautés bactériennes qui vont d'aérobie redevenir anaérobie. Ça va modifier la productivité des sols par baisse de la production des nutriments. Il va y avoir également des impacts sur la production des zones conchilicoles qui souvent font face aux principales tourbières que l'on a le long de notre littoral. Par ailleurs, nous avons, et c'est en train de se produire localement le long des côtes de la Manche, en Normandie, nous avons des cordons dunaires qui commencent à rompre suite à l'élévation du niveau de la mer et la progression de la transgression marine de l'Anthropocène. Et nous avons du sable qui commence à pénétrer dans certaines zones humides rétro-littorales, ce qui contraint l'agriculture. Donc, deux phénomènes à prendre en considération, pénétration de la mer dans ces zones humides et élévation du niveau de la nappe qui vont totalement contraindre l'agriculture. Photo d'après. Voici un exemple le long des côtes du Calvados d'un cordon dunaire qui est en train de rompre et qui permet des invasions marines de plus en plus fréquentes en marée de Vivo actuellement, mais bien évidemment, la fréquence d'inondation va augmenter au fur et à mesure que le niveau marin va s'élever. Et vous voyez que le marais maritime, c'est la photo du centre, est en train de disparaître et qu'une plage est en train de s'installer à la place. Avec la pénétration de la mer, nous perdons des espaces agricoles sur ces territoires et nous avons également des surverses marines qui entraînent la salinisation des aquifères directement par les eaux de surface et une modification des conditions édaphiques dans les sols se salinisant et devenant moins productifs. Donc, nous avons des contrôles qui nous permettent de voir qu'il y a déjà des impacts sur la conductivité et les teneurs en sel dans ces marées maritimes. Diapositive suivante. Et pour conclure, nous avons ces dynamiques qui sont liées à des conditions de site. Pour ce qui concerne la pénétration de la mer, il nous faut bien évidemment des cordons dunaires peu volumineux. Localement, c'est possible sur nos côtes. Nous avons le cas dans le Val de Serre, qui va faire l'objet d'un atelier tout à l'heure, mais également le long des côtes du Calvados. Les dynamiques d'érosion des cordons dunaires dépendent de très nombreux facteurs, les courants marins, la morphologie des dunes, les bilans sédimentaires locaux qui peuvent être influencés par la conchiliculture, la présence ou l'absence d'ouvrages, et donc chaque cas doit être analysé de manière particulière sur le terrain. Vous voyez sur cette photo un très beau cordon dunaire qui est en train de se déplacer vers le sud et qui grignote un marais maritime. Et c'est sur le terrain et en analysant les photographies aériennes qu'on arrive à déterminer la façon dont les processus sont en train de se mettre en œuvre.
Au-delà de ces cas particuliers qu'il va falloir analyser un par un le long du littoral, on doit, dans tous les cas, considérer que l'élévation du niveau piézométrique est générale le long des points bas de la côte, des côtes françaises, et que c'est là la contrainte majeure que va avoir à gérer l'agriculture demain. Et nous risquons assez rapidement, dans la décennie à venir, de perdre le contrôle sur un certain nombre de ces zones et probablement dans les décennies à venir, voire les siècles à venir pour les secteurs les plus hauts de notre littoral. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric. Alors on a une question de Jean Jalbert de la Tour du Valat, enfin une question, un témoignage on va dire. Alors ils produisent du vin bio, eux, il y a du vin bio qui est produit dans le Gard, à 10 km de la mer. Et il y a donc, les cépages qui ont été plantés sont résistants à la chaleur et à la sécheresse, hein. Ils sont issus de contrées plus chaudes comme le Portugal ou l'Espagne. Et ils sont pourtant en train de mourir. Est-ce qu'il existe des modélisations telles que celles présentées là, celle du BRGM en Normandie pour toutes les régions littorales? Non, nous sommes à l'avant-garde en termes de modélisation et nous avons regroupé un certain nombre d'acteurs autour de ce programme de recherche Rivage Normand, dont les résultats vont bientôt être disponibles. Nous en sommes à la 3e année de ce programme de recherche et les modèles que nous avons développés permettent de comprendre les dynamiques et ces dynamiques s'exercent partout en France. Donc, à partir des modèles sur site, nous avons 5 sites pilotes que nous avons sélectionnés. À partir de ces modèles, bien évidemment, on ne peut pas directement les régionaliser à d'autres régions, mais néanmoins, tous les principes peuvent être appliqués aux autres régions françaises. Et le principe est simple. Le niveau des nappes est en train de monter à la vitesse à laquelle s'exerce l'élévation du niveau de la mer dans l'essentiel de ces zones basses, sauf dans les zones où il y a du drainage, où le drainage peut perturber un peu cette vitesse d'élévation. Et donc, dans tous les cas, à l'horizon 2100, si on doit suivre le scénario 8.5 du GIEC, il y a des risques que le niveau des nappes monte d'environ 1 mètre sur l'ensemble du territoire français dans les zones basses de ce littoral. Donc, tout ce qui a été géré par drainage et sur lequel nous avons des productions agricoles dans ces zones basses, vont avoir un champ de contraintes hydrauliques qui va augmenter. Et pour la vigne, bien évidemment, les vieilles vignes vont probablement être contraintes, puisqu'elles ont des capacités d'enracinement assez profondes, elles vont être contraintes peut-être par la présence du sel assez rapidement. Une autre question de Bernard Calaura qui nous ramène un peu au centre de notre sujet, à savoir comment est-ce que le conservatoire se positionne face à ces changements. Est-ce que le fait que le conservatoire soit présent, propriétaire, et le travail qu'il peut engager en termes de restauration dunaire et de renaturation peut permettre d'atténuer pour vous les facteurs de risque de submersion et de salinisation? En quoi un acteur comme le conservatoire aurait-il un rôle à jouer là-dedans? Et voilà. Alors, il y a un rôle que peut jouer le conservatoire, c'est de relayer l'information sur les processus qui sont en cours, de telle sorte que les agriculteurs puissent s'adapter le plus vite possible, si c'est possible. Et donc, il y a un rôle de conseil évident. Ensuite, le conservatoire peut mettre en place des expériences sur ces parcelles pour voir comment les milieux peuvent évoluer dans telle ou telle configuration, notamment en lien avec la pénétration du sel. Mais par ailleurs, le conservatoire fait des choix qui peuvent aussi contraindre les acteurs locaux. C'est le cas par exemple à Anel, le site que j'ai présenté,
où le conservatoire a décidé de ne plus poursuivre les travaux d'enrochement du cordon dunaire. Et donc, la mer est en train de pénétrer dans les marais maritimes, là où il y a d'autres acteurs que le conservatoire du littoral. Et donc, des parcelles gérées par d'autres agriculteurs sont probablement en train d'être fragilisées par des choix qui sont faits par le conservatoire. Donc, il y a en fait un double jeu qui peut être mené par le conservatoire, mais il faut toujours penser que ce jeu s'inscrit dans un territoire pour lequel les usages sont multiples et les enjeux sont multiples. D'accord, merci. C'est direct. Juste une petite remarque de Claudine Loss qui nous dit que le programme, peut-être que le connaissez-vous, la mer monte du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée est à suivre via ce que peut faire l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. J'espère que, je ne sais pas si vous le connaissez, moi je relais cette information qui m'est transmise. Merci beaucoup pour cette information. Non, je ne connaissais pas, non. Non, d'accord. Écoutez, merci à vous. Daphné Durand, on va à présent vous donner la parole. Merci beaucoup et bonjour à tous. Voilà, donc je vous propose de migrer sur le littoral de la Charente-Maritime pour évoquer donc quels ont été les effets de la tempête Xynthia sur les systèmes agricoles côtiers. Diapo suivante. Voilà, sachant que ce qu'on va surtout aborder, c'est quels ont été les effets d'une submersion marine causée par cette tempête. Alors, diapo suivante, voilà. Le contexte de l'étude, donc, ce sont bien évidemment les polders, donc qui sont des terres qui ont été gagnées sur la mer. Et les activités agricoles, ils sont souvent très présentes, très bien représentées. Donc, du fait de leur situation géographique, ces polders sont particulièrement exposés à des événements climatiques extrêmes de type tempête. Et quand elles sont très violentes, elles s'accompagnent souvent d'une submersion donc des terres par de l'eau de mer. Et puis, nous sommes évidemment dans un contexte de changement climatique avec des prévisions concernant l'élévation du niveau des océans, l'augmentation de la fréquence des tempêtes. Et donc, cela place finalement ces fermes en zone littorale en grande vulnérabilité vis-à-vis des risques de submersion marine. Alors, sur la côte atlantique française, cette vulnérabilité a été soulignée au moins à 2 reprises, avec la tempête Martin en 1999 et puis celle de Xynthia en 2010. Or, on s'aperçoit qu'il y a assez peu d'études qui abordent les conséquences de ces submersions marines sur les exploitations agricoles, aussi bien sur le plan agronomique que sur le plan économique. Donc, il y a un réel manque de données. Et pourtant, ces données sont particulièrement utiles quand il s'agit d'élaborer des stratégies de gestion des risques qui sont spécifiques au milieu agricole côtier, mais aussi pour éclairer la décision publique. Or, il se trouve qu'une ferme expérimentale d'INRAE est implantée depuis 1964, donc dans les marais de Rochefort-sur-Mer, et elle a subi cette tempête. Et donc, 1 an avant cet événement, une expérimentation avait été lancée donc, à l'échelle de toute la ferme, où il était question finalement de consigner toutes les activités agricoles sur la ferme, les charges, mais aussi les produits issus de son activité. Et donc, nous avons voulu analyser la situation qui avait été subie par la ferme expérimentale, donc sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée, ayant ces données avant la tempête, pendant la tempête et après la tempête, et donc mettre ces données à disposition de la communauté scientifique. Diapo suivante. Voilà, donc la localisation de la ferme, donc entre La Rochelle à une trentaine de kilomètres au nord, et puis donc Rochefort qui est juste au sud. Le parcellaire, on le voit, donc il est en rouge ici, avec une partie qui se situe vraiment au bord de la Charente. La ferme fait actuellement 160 hectares, donc c'est un système de polyculture élevage, avec un troupeau de vaches maraîchines, une centaine d'hectares de prairies naturelles, et puis une soixantaine d'hectares de surface cultivée. Diapo suivante, voilà. Donc, quand la tempête Xynthia a traversé la France entre le 28 février et puis le 1er mars 2010, la Vendée et la Charente-Maritime ont été parmi les départements les plus touchés, avec 23 000 hectares de surface agricole inondée. Et cette submersion par l'eau de mer a été particulièrement dommageable aux activités agricoles. Donc, on le voit ici sur ces 4 illustrations. Alors, déjà, le modèle numérique de terrain qui montre la situation de la ferme, avec une grosse partie qui se situe donc soit au niveau de la mer, soit légèrement en dessous. Et puis, voilà, le 28 février, la mer qui rentre, qui inonde 80% de la surface de la ferme.
Et puis après, le 8 mars, l'eau a commencé donc à se retirer. Il restait encore quelques poches d'eau qui se sont ensuite soit évaporées, soit évacuées par les fossés et les canaux. Mais voilà, une submersion relativement conséquente. La page suivante. Voilà, donc dans un premier temps, l'étude a consisté à répertorier tous les types de dégâts donc, sur la ferme. On a distingué les dégâts directs mais instantanés, c'est-à-dire ceux qui ont eu lieu juste après l'inondation. Et ça concerne notamment, par exemple, les pertes directes sur les récoltes, sur les cultures, les dégâts sur les prairies et les pertes de production fourragère, les dégâts au sol, bien évidemment, à cause de la salinisation, la compaction du sol et son anoxie, et puis de nombreux dégâts sur les équipements de drainage et les voies d'accès aux parcelles. Et à côté de ça, on avait aussi des dégâts, mais plutôt induits, c'est-à-dire qui vont apparaître un peu après la tempête, voire dans les semaines ou dans les mois qui suivent. C'est par exemple le bouleversement des activités agricoles, quand il a fallu par exemple retirer tous les débris qui avaient été déposés par le raz-de-marée donc sur les parcelles. La gestion du troupeau aussi a été un peu plus compliquée que d'habitude. Et puis, on a eu aussi quelques conséquences sur la santé des animaux. On va le voir un peu plus loin. Et puis, on a répertorié aussi les conséquences plutôt pluriannuelles, c'est-à-dire qu'une tempête comme ça modifie complètement la rotation culturelle qui avait été envisagée. Donc, il faut la revoir. Et il faut remettre en état les terres, notamment avec un apport de gypse, de façon à pouvoir les dessaler et retrouver un état structural à peu près correct. Voilà, diapo suivante. Non, ça a été allé un petit peu trop loin. Voilà, donc sur les parcelles cultivées, donc forcément les impacts sont réels et très importants, du fait notamment de la salinisation des sols, qui a été mesurée à travers la conductibilité électrique, qui, on le voit, sur l'horizon 0,30 cm en mars 2010, elle était beaucoup plus élevée qu'une mesure qu'on avait pu faire juste avant la tempête. Les sols donc, ont été, il y a une couche de boue, de vase qui s'est donc déposée sur les parcelles. Mais en dehors de ça, on a constaté une perte quasi totale de la récolte donc sur les cultures. Tous les blés quasiment ont été détruits. Nous avons tenté de faire un ressemis d'orge de printemps, qui est une céréale qui, a priori, supporte un peu mieux la salinité, mais même l'orge n'a pas tenu. Et pareil pour d'autres cultures de printemps, type tournesol ou maïs, qui ont échoué. Donc, il a fallu gypser, voilà, plusieurs mois plus tard, il a fallu gypser les sols, donc apporter donc, du sulfate de calcium donc pour dessaler ces sols et retrouver la structure de sol d'avant-tempête, mais ça a mis plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà, et comme il n'y avait pas, comme les blés ont été détruits, on n'a pas pu récolter de paille, donc il a fallu acheter de la paille à l'extérieur, aussi bien en 2010 qu'en 2011. Diapo suivante, voilà. Et donc après, sur les prairies et sur le troupeau, la grosse conséquence était un gros manque de fourrage pour nourrir les animaux, avec une réduction de 50% de la production de foin donc sur nos prairies naturelles par rapport à une production qu'on avait enregistrée l'année précédente en 2009. Il y a eu également beaucoup de conséquences sur la flore des prairies naturelles qui a été complètement bouleversée. La mise à l'herbe du troupeau s'est faite avec un report de au moins 2 semaines, puisque les prairies n'étaient plus pas portantes, et donc il a fallu garder un peu plus longtemps les animaux en stabulation, donc avec des conséquences sur la consommation de fourrage. Et puis, le fourragement au champ au mois de juillet a été plus précoce d'une quinzaine de jours, là encore à cause de la pousse de l'herbe qui n'a pas été normale et qu'il a fallu donc retarder. Nous avons eu quelques problèmes sanitaires sur les veaux et quelques vaches du fait de l'eau saumâtre dans les fossés qui servent normalement d'abreuvement un peu naturel pour les animaux. Donc, il a fallu aussi clôturer les dépressions dans les prairies qui contenaient encore de l'eau très, très salée et qui auraient pu avoir des conséquences sur la santé des animaux de manière importante. Voilà, et donc pour pallier à ça, en partie, on a été obligé d'acheter donc des aliments de substitution pour nourrir le troupeau, donc des concentrés alimentaires. Il a fallu faire du foin aussi sur d'autres prairies ailleurs, donc dans le Val de Trésance
où des prairies ont été mises à disposition par le Conseil général pour les agriculteurs qui avaient été touchés. Et puis, nous avons fait une tentative de semis de moa, donc une graminée estivale, en 2011, de façon à essayer de produire un minimum de fourrage. Voilà. Et ensuite, la deuxième partie de l'étude a consisté à réaliser un bilan chiffré des conséquences économiques donc, de cette tempête à l'échelle de toute la ferme, aussi bien en 2010 qu'en 2011, puisqu'en 2011, il y a eu aussi des reports, des effets, des arrière-effets ou des reports de certaines réparations ou remises en état des terres un peu plus tard. Voilà. Et sur la base d'un calcul, d'une méthode de calcul qui a été inspirée de ce qu'on peut trouver dans la littérature, nous avons calculé le coût total de cette submersion marine. Alors déjà, en répertoriant toutes les pertes directes, c'est-à-dire par exemple les pertes de la récolte du blé, on ajoute à ça tous les coûts additionnels, comme par exemple les coûts de gypsage, mais on retranche les économies, c'est-à-dire les coûts qui ont été évités, comme par exemple le blé qui n'a rien donné, il n'y a pas eu de frais de récolte, par exemple, ou de frais de traitement fongicide sur ces blés, donc on les retranche. Et on retranche également les produits faits en plus, dans notre cas, par exemple, la valeur du moa qui avait été cultivé pour essayer d'en faire du fourrage pour les animaux. Voilà, donc diapo suivante. Voilà, donc on a mis des montants derrière ces différentes rubriques, donc aussi bien en 2010 qu'en 2011. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder sur ces chiffres et ce tableau, mais on voit qu'il y en a certains qui sont entourés, là, qui sont particulièrement élevés. Ça concerne notamment les pertes de rendement, voilà, sur les cultures, le gypsage. Il faut acheter le gypse, mais aussi faire venir l'entreprise pour l'épandre sur les terres. Et puis le curage des fossés qui ont été complètement envasés par le raz-de-marée, et pareil, il faut les curer, les nettoyer et refaire les chemins d'accès aux parcelles. Et donc si on, juste revenir un petit peu en arrière, voilà, si on regarde le bas du tableau, les coûts totaux en 2010 donc, sont assez élevés puisque on est arrivé à une valeur de 71 700 € sur cette année-là, auquel s'ajoutent 56 200 € pratiquement en plus sur l'année 2011. Donc, diapo suivante, voilà. Et donc, il y a un montant qui fixe assez bien les idées, c'est qu'en fait, le coût de cette submersion marine, alors dans le cas de notre ferme, eh bien, il s'élève finalement à 500 € par hectare inondé, donc en 2010, et 390 € supplémentaires, toujours par hectare inondé en 2011. Voilà, et donc une submersion marine à l'échelle d'une exploitation, ce sont de très nombreux dégâts. Plusieurs composantes d'une ferme sont touchées et il ne faut pas seulement considérer la simple estimation des pertes de récolte sur les cultures, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, les coûts sont en majorité dus à des pertes donc, de récolte sur les surfaces cultivées, mais aussi de la réduction de la production fourragère des prairies. Et puis, il y a également de nombreuses charges supplémentaires qui ont été engendrées par la submersion, on l'a vu. Voilà, des diapos suivantes, j'en arrive à la conclusion. Voilà. Cette étude a contribué à l'acquisition et l'acquisition de références et de données sur déjà la vulnérabilité de ces fermes qui sont donc en zone littorale face à ces risques de submersion marine. Ça a permis aussi d'identifier un peu plus facile les types de dégâts spécifiques aux zones côtières, qui sont assez différents quand il s'agit d'une inondation par l'eau douce en plaine, par exemple. On a commencé à mettre quelques chiffres derrière ces coûts de cette submersion marine et puis commencer à aborder aussi la résilience des fermes quand il s'agit de se relever d'un tel événement. Il y a des activités que les fermes doivent faire pour tenter de se relever de cet événement. Et puis, donc, voilà, ces connaissances apportent finalement des éléments pour réfléchir davantage à ce qu'il faut faire face à ces risques croissants et cette vulnérabilité des fermes en zone littorale. Est-ce qu'il faut revoir, renforcer, rehausser les protections, c'est-à-dire en fait les digues, ou bien laisser faire la nature et puis envisager une dépoldérisation de ces milieux-là? Voilà, alors pour ce qui est des poursuites des recherches, alors nous, suite à cette tempête sur la ferme expérimentale, on continue à
un peu analysé les données, notamment pour évaluer la résilience des prairies naturelles, mais aussi la résilience des surfaces cultivées suite à cette submersion. Mais il y a aussi d'autres équipes de recherche qui travaillent sur l'adaptation des fermes au risque de submersion marine, voire même qui construisent des scénarios d'évolution de l'occupation du sol en zone littorale. Voilà, et donc juste une dernière chose, si vous voulez plus de détails concernant cette étude, voilà, j'ai mis la référence de l'article qui en est issu. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Daphné Durand. Alors il y a plusieurs questions. On va commencer par les questions, puis il y a aussi quelques remarques dont je vous ferai part. Donc il y a une première question à laquelle on aurait pu finalement s'attendre, puisqu'en préparant cette intervention, on s'est dit sur quoi on axe. Est-ce qu'on axe sur les impacts ou sur ce qui est très intéressant aussi, c'est de savoir comment est-ce qu'a évolué le système. Donc une question de Pierre Liso du CIMEL qui nous dit: pouvez-vous préciser 10 ans plus tard quelle est la situation sur ces terrains et notamment en matière de résilience des terrains et d'évolution? Ça a été un choix qu'on a fait au moment de la présentation, Oui, parce qu'on s'est dit qu'on restait sur ce qui s'était passé et les impacts. Mais est-ce que, oui. en 2 mots? En 2 mots, bon, ça va être difficile. Bon, 10 ans après, je pense que voilà, la résilience du système, elle a eu lieu, notamment sur les prairies naturelles. Elles ont retrouvé la flore, quasiment la flore d'avant-tempête et avant subversion. Leur niveau de production aussi a été retrouvé assez rapidement. 2-3 ans après la submersion, on retrouvait des productions fourragères identiques. Sur les cultures, ça a été beaucoup plus long. Le gypse, il n'a pas eu d'effet escompté aussi facilement parce qu'effectivement, pour le gypse, il faut aussi qu'il y ait une forte pluviométrie derrière pour qu'il puisse agir. Or, en fin de l'année 2010 et 2011, on s'est retrouvé avec des précipitations un peu moins élevées que d'habitude, donc il n'a pas forcément eu. Et puis, je pense aussi qu'il aurait fallu regypser plusieurs années après, ce que l'on n'a pas pu faire sur la ferme expérimentale. Et donc, du coup, voilà, peut-être une moindre efficacité. Aujourd'hui, en tout cas, s'il y avait un effet qui perdure encore aujourd'hui, c'est sur le système de drainage. Donc, les tuyaux qui sont enterrés, qui très clairement, au niveau de la tempête, ont été pas endommagés, mais bouchés. Et donc, il y a depuis 2-3 ans, on fait une campagne de nettoyage de ces drains de façon à retrouver leur fonctionnalité. Voilà, et peut-être même des résurgences encore de sel, c'est un peu l'hypothèse qu'on a en ce moment sur certaines cultures qui ont un petit peu de mal à prendre, peut-être des résurgences d'eau salée encore qui pourraient arriver. Enfin voilà, donc des conséquences sur le long terme, ça c'est sûr. Une question de Madame Gerbeau. En ce qui concerne les conséquences sanitaires de salinisation des secteurs naturels d'abreuvement, donc elle dit: j'imagine que là encore, il s'agit d'une question d'adaptation des individus. En effet, donc elle prend l'exemple, j'imagine, à côté du secteur où ils sont gestionnaires. En effet, les bovins qui pâturent le site de l'étang de Bolmont près de Marseille s'abreuvent dans des canaux et marais de 10 grammes de salinité minimum et jusqu'à 28 grammes, et ce, de mars à octobre. Donc, en fait, voilà la façon dont les animaux s'adaptent à ces conditions un peu particulières. Alors, ils s'adaptent, oui et non. Disons que c'est aussi à l'éleveur de faire en sorte que les animaux n'aillent pas s'abreuver, notamment dans les prairies, enfin, dans les baisses et les dépressions dans les prairies qui étaient très salées, parce qu'on sait qu'au-delà, normalement, de 5 grammes par litre, ça commence à être très, très problématique pour un bovin. De 5 grammes par litre de sel. Donc, c'est pour ça que les chiffres annoncés m'étonnent un peu, mais après, bon, il y a peut-être des races qui sont plus adaptées que d'autres, j'en sais rien. Mais le gros souci, ça a été d'empêcher les animaux sur les prairies d'aller s'abreuver sur des endroits qui étaient beaucoup trop salés, puisque voilà, il y a des risques sanitaires évidents, quoi. Une dernière question d'Isabelle Diomard, qui est intervenue peu de temps avant vous. Quelle est la spécificité des chemins appelés chemins blancs? C'est comme ça qu'on les appelle, mais grosso modo, c'est des chemins qui, un peu empirés avec du sable blanc. Enfin, c'est pas vraiment du sable, c'est des chemins d'accès qui sont pas goudronnés, quoi. C'est ça. Ils sont pas. Ok, très bien, merci. Avant de passer aux ateliers, 2 remarques quand même, effectivement, de Olivier
Lozakmer, si je prononce bien son nom de famille. Donc, il dit qu'on n'a effectivement pas évoqué 3 enjeux, mais c'est bien, on va être en atelier et on pourra le faire. Un premier qui est la disparition des terrains agricoles à cause de l'érosion. Donc oui, c'était un peu un parti pris. En tant que conservatoire, on est avant tout concerné par les questions, enfin avant tout. Disons que les questions de submersion impactent plus notre système agricole. Donc c'est là-dessus qu'on a concentré les interventions de ce début d'après-midi. Mais effectivement, l'érosion a également un impact. Et puis, il évoque 2 enjeux plus indirects qui sont effectivement aussi important. Hein. Nous, on est resté sur les conséquences assez directes, à savoir l'utilisation de terrains agricoles pour l'accueil de futurs projets de relocalisation ou de recomposition spatiale. Oui, effectivement, des terrains agricoles qui peuvent être convoités par d'autres activités, et le recul de la limite des espaces proches du rivage où les constructions agricoles ne peuvent plus être autorisées du fait du recul du trait de côte. Oui, alors je pense que ça, c'est des choses dont on aura l'occasion de discuter en atelier, puis le 3 février. On n'a évidemment pas fait le tour de la question à ce stade. Et une petite information de Hervé Niel, donc, qui travaille au conservatoire en Normandie. Il y a une étude qui a été conduite par la Chambre d'agriculture du Calvados et qui, sur l'incidence économique, suite à 1 ou 2 submersions d'exploitation agricole d'une zone de marais. C'est le marais de Cagny, 160 hectares, et où, un peu à l'image du travail que vous avez pu faire en Charente-Maritime, essayer d'identifier des premières pistes et des solutions pour pallier à cette incidence. Écoutez, on a un peu de retard, si j'ose dire. Il est 15h30, donc je vous suggère que on se répartisse. On va vous répartir dans les différents ateliers que vous avez choisis au moment de l'inscription. Donc moi, je vous souhaite à tous un très bon travail dans ces ateliers. Je vous donne rendez-vous le 3 février où vous pourrez partager et savoir ce qui s'est dit dans les ateliers auxquels vous n'avez pas pu assister. Et donc, on se retrouvera tous ensemble autour d'une table ronde conclusive avec 4 experts. Emmanuel Yest, qui est le président de la Fédération nationale de la SAFER. François Léger, qui est le président du conseil scientifique du Conservatoire du Littoral, mais aussi enseignant-chercheur à l'AgroParisTech, de Christophe Soulard, directeur de recherche à l'INRAE, et de Christophe Cotreau, qui est lui agriculteur et président de la commission climat à la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Voilà, sans plus attendre, Émilie, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous répartir dans les salles? Juste un petit point, ceux qui ne seraient pas répartis dans une salle parce qu'ils se sont inscrits tardivement, on va se charger de le faire pour vous. Émilie vous prend en charge et vous mettra dans la salle qui vous convient. Au revoir à tous et au 3.